Et vous êtes toujours sur Radio Sous Pente, la station des Rapins sans foi, sans louer, sans courbette, l'émission Aracaille qui se poursuit avec une présentation du musée et une bio de Jean-Jacques Henner par ma camarade Piquet-Cou. Voilà. Alors effectivement, on ne connaissait pas ce musée Jean-Jacques Henner qui est situé avenue de Villiers. Alors c'est un musée qu'on appelle un atelier-musée. Bon, là il y a une légère tromperie sur la marchandise parce que Jean-Jacques Henner n'a jamais habité ce lieu. C'est sa nièce qui a racheté cet espace pour en faire un musée. Lui, il avait son atelier Place Pigalle. Donc voilà. Par contre, effectivement, cet atelier a toujours appartenu à des peintres. C'est quand même une succession, une dynastie de peintres qui ont vécu là. Il y a eu tout d'abord, il y a eu Guillaume de Buff, mais lui-même l'avait acheté au peintre Roger Jourdain. Donc il y a quand même eu plusieurs peintres qui ont vécu dans cet espace. Et Roger Jourdain, lui, avait juste acheté un rez-de-chaussée et 2 étages sous comble. Et ensuite, ça a été un peu arrangé. Il y a eu des architectes qui ont travaillé là. Et là, on est en pleine Monceau. Alors à l'époque, ce quartier, effectivement, est un quartier en cours de construction et de rénovation. Maintenant, il y a le parc Monceau. Il y a eu ces creusements de grandes avenues, l'avenue Wagram, l'avenue de Villiers, l'avenue Malesherbes, et cette rue Fortuny qu'on a pu voir à côté, où se sont construits des hôtels particuliers, dont par exemple une maison dans laquelle Pagnol a habité. Il y avait aussi avant Sarah Bernard dans d'autres maisons. Donc c'est un quartier qui est maintenant un quartier très cossu dans lequel nous avons rarement l'occasion de nous promener. Heureusement. Voilà. Mais on a donc découvert ce musée. C'était quand même c'était sympa, c'était agréable de pouvoir découvrir ce lieu qui a la même directrice que le musée Gustave Moreau, parce qu'effectivement en plus on reste un peu dans cet esprit d'atelier entre guillemets musée, avec des pièces aménagées et les ateliers qu'il y a sur les derniers étages. Alors Jean-Jacques Henner, qui était ce Jean-Jacques Henner à qui est dédié ce musée? Jean-Jacques Henner est né donc le 5 mars 1829 à Bernvillers. Donc Bernvillers, c'est dans le sud de l'Alsace, et ses parents sont cultivateurs. Après l'annexion de l'Alsace par l'Empire allemand en 1871, il opte pour la nationalité française, mais il va toujours conserver des liens forts avec sa région d'origine, dans laquelle il va retourner chaque année. Et d'ailleurs, l'Alsace sera très présente dans son œuvre. Il y a même une salle qui est dédiée à ses tableaux sur l'Alsace. Alors il peint effectivement de nombreux paysages de cette région natale, et ces tableaux de jeunesse après sont plutôt des tableaux, des portraits ou des scènes de genre, et avec un certain réalisme. Et le talent de Henner est d'abord remarqué par Charles Gutzwiller, qui est son professeur de dessin au collège d'Alcriche. Il sera ensuite l'élève de Gabriel Guérin à Strasbourg, et avec l'aide financière du Conseil général du Haut-Rhin, il peut poursuivre ses études à Paris à l'école des Beaux-Arts, dans les ateliers de Drolling et de Picot. Là, il reçoit une formation traditionnelle qu'il complète par une fréquentation assidue des musées, comme font beaucoup d'artistes à cette époque-là. Donc il est surtout influencé par la peinture de la Renaissance italienne, notamment par le Titien, Raphaël, Corrège, mais il apprécie également Holbein, dont il connaît le Christ mort du musée de Bâle, et des peintres français comme Ingres, Prudhon et Corot. Après 2 échecs, Henner remporte le Grand Prix de Rome de peinture en 1958, donc ça va lui permettre de séjourner 5 ans à la Villa Médicis. Et là, il rencontre le sculpteur Falguière et le compositeur Bizet, et toutes ces rencontres vont lui ouvrir les portes d'une carrière officielle. Donc il va aussi là avoir pas mal de peintures sur Rome et sur l'Italie. Il admire aussi les œuvres de l'Antiquité, de la Renaissance italienne, qu'il peut voir dans les musées. Il va découvrir tout ce pays. Et après, donc à son retour de Rome, il s'oriente vers un certain naturalisme. Et il va exposer, il expose plusieurs fois. Il est influencé aussi un petit peu par Manet, Degas. Et il abandonne progressivement ce style naturaliste, et il va aller vers des sujets qui sont un peu issus de l'Antiquité, tout en ayant un style vraiment, vraiment particulier. On en reparlera dans ce qu'on a vu dans le musée. Je trouve qu'on ne peut pas vraiment le classer, lui mettre une étiquette sur la tête, quoi. Et à partir des années 1870, c'est un artiste à succès et c'est un portraitiste recherché.
Donc il va être élu à l'Institut, il est distingué il est distingué en 1903 et il va envoyer régulièrement au salon et aux expositions universelles des tableaux avec des sujets historiques ou religieux. Donc il est aussi recherché par des collectionneurs privés et il a des peintures qui vont être exposées au Luxembourg. Donc voilà, il a une carrière officielle comblée d'honneur, alors qu'en fait sa peinture correspond pas complètement à l'idéal prôné par l'Académie. Voilà, il va mourir après en 1905, avec une œuvre qui est largement diffusée par la gravure, par la photographie et également par aussi pas mal de copies. Oui, enfin, on peut dire aussi que l'Académie, bon, elle n'était pas toujours non plus, comment dirais-je, garante de la qualité des œuvres, etc. quoi. L'Académie, c'est un mot qui recouvre souvent beaucoup de nullité, quoi. Faut le dire aussi. Bon, il n'y a pas eu que des grands artistes qui ont été produits par que la reconnaissance de l'Académie a distingué. Enfin, mais là, on a rencontré une œuvre, moi, que je trouve quand même atypique. Tant par les personnages qu'il a peints, surtout par toutes ces femmes. Là, on va parler après des roux, parce que justement, toutes ces femmes sont rousses, donc par sa palette, par ses sanguines, par ses couleurs qu'il emploie, par un style qui est justement, c'est un peu flouté. Il y a vraiment quelque chose de particulier. Moi, c'est une peinture que j'avais, jamais rencontrée auparavant, quoi. Oui, et puis même la morphologie ou l'anatomie, si vous voulez, de ces portraits en pied, de ces nus ou de ces femmes superbes. Enfin voilà, il y a une délicatesse dans sa palette, dans ses formes. C'est pas une peinture violente, c'est pas un style affirmé comme arriveront après les naturalistes et tous ces gens-là. C'est quelque chose de doux, qui ne heurte pas, si vous voulez, ni l'œil ni la sensibilité. Pour moi, c'est un peu, comment dirais-je, ça manque justement de puissance, de choses comme ça, ça suscite pas, si vous voulez, dans mes intérieurs brutos, comment dirais-je, quelque chose, un sentiment vraiment, une déclaration d'amour pour ce genre de travail, mais je comprends que ma camarade soit sensible parce que c'est quelque chose de presque féminin, quoi. Il a peut-être une peinture qui choquerait pas si c'était une peinture féminine. Voilà, c'est très ça n'a pas un côté vraiment masculin affirmé, quoi. On peut pas dire, parce qu'il y a des peintures qui sont très très, on sent le mec, voilà, derrière. Même chez Gustave Moreau, c'est une peinture de mec. Voilà, lui, c'est moins affirmé que chez Gustave Moreau. On pourrait dire aussi Gustave Moreau, une peinture féminine, mais non, à côté de lui, non, je crois que là, c'est autre chose, quoi. Enfin, maintenant, on en est quand même à repenser le genre et le masculin et le féminin. Donc, voilà, on n'est plus dans ces catégories homme-femme, peinture d'homme, peinture de femme, je pense. Oui, enfin, on l'est plus, mais on peut avoir un ressenti quand même, quoi. Je veux dire, tu m'excuseras, c'est pas parce que les femmes prennent le pouvoir maintenant qu'il faut quand même non plus, être au garde à vous devant leurs ukases. C'est une rue, c'est une place, c'est même tout un quartier. On en parle, on y passe, on y vient du monde entier. Perchée au flanc de Paname, de loin elle vous sourit, car elle reflète l'âme, la douceur et l'esprit de Paris. Un petit jet d'eau, une station de métro entourée de bistrots, Pigalle, grand magasin, atelier de rapin, restaurant pour rupins, Pigalle. Là c'est le chanteur des carrefours qui fredonne les succès du jour. Ici l'athlète en maillot qui soulève les poids de 100 kilos. Hôtel meublé discrètement éclairé où l'on ne fait que passer,
Pigalle. Et vers minuit, un refrain qui s'enfuit d'une boîte de nuit. Pigalle, on y croise des visages communs ou sensationnels. On y parle des langages comme à la tour de Babel. Et quand vient le crépuscule, c'est le grand marché d'amour. C'est le coin où déambulent ceux qui prennent la nuit pour le jour. Yo, ces mannequins gitanos, yeux mélins qui lisent dans les mains. Pigalle, clochard, camelot, tenancier de bistrot, trafiquant de coco. Pigalle, petite femme qui vous sourit en vous disant tu viens chérie. Et Prosper qui dans un coin discrètement surveille son gagne-pain. Un petit jet d'eau d'une station de métro entouré de bistrot. Pigalle, sa vie, sa gueule, les gens diront ce qu'ils veulent, mais au monde y a qu'un seul Pigalle. Pigalle, Francis Lemarque. Et tout de suite, on poursuit toujours sur Radio Soupente, la station de Rapin 100 fois 100 l'Ouest en Courbette, l'émission à Racaille, qui consacre aujourd'hui sa partie artistique, si vous ne l'avez pas encore compris, je le répète, à Jean-Jacques Henner, un peintre du 19e, que nous avons découvert, c'était vendredi dernier, ou jeudi dernier? Vendredi. Vendredi dernier, à Paris, dans le 17e arrondissement, un arrondissement que je hais. Voilà, près du parc Monceau. Et pour poursuivre, en fait, j'ai choisi une lecture. Alors, une lecture, en fait, qui a fait référence à une exposition qui était au musée Jean-Jacques Henner l'année dernière, qui était une exposition sur les rousses. Parce qu'effectivement, que découvre-t-on quand on découvre la peinture de Jean-Jacques Henner? Il peint des rousses. Effectivement, toutes ses filles sont rousses. Il y a même un Christ qui est roux. Donc, en fait, ça interroge. Et le musée, l'année dernière, avait fait une exposition justement sur les roux. Et là, donc, j'ai cherché un texte. Et finalement, quand on parle couleur, sur le roux, plusieurs écrivains ont parlé du roux. Mais il y a cet historien Michel Pastoureau qui a travaillé sur les couleurs, sur l'histoire des couleurs, qui a fait un article qui s'intitule « Tous les gauchers sont roux, la mauvaise réputation des roux ». Donc je vais lire un extrait de ce texte-là. Comme tous les traîtres, Judas ne pouvait pas ne pas être roux. Il l'est donc peu à peu devenu au fil des siècles. D'abord dans les images à partir de l'époque carolingienne, puis dans les textes à partir des XIIe et XIIIe siècles. Ce faisant, il a rejoint un petit groupe de félons et de traîtres célèbres que les traditions médiévales avaient pris l'habitude de distinguer par une chevelure ou par une barbe rousse. Caïn, Dalila, Saül, Ganelon, Mordred et quelques autres. Depuis longtemps, en effet, la trahison avait en Occident ses couleurs, ou plutôt sa couleur, celle qui se situe à mi-chemin entre le rouge et le jaune, qui participe de l'aspect négatif de l'une et de l'autre et qui, en les réunissant, semble les doter d'une dimension symbolique exponentielle. Ce mélange du mauvais rouge et du mauvais jaune n'est pas à proprement parler notre orangé, lequel constitue au reste un concept et une nuance chromatique pratiquement inconnue de la sensibilité médiévale, mais plutôt la version sombre et saturée de celui-ci, le roux, couleur des démons, du renard, de la fausseté et de la trahison. Depuis longtemps, historiens, sociologues, psychologues ont tenté d'expliquer ce rejet des hommes roux dans les traditions occidentales et même non occidentales. Pour ce faire, ils ont eu recours à différentes hypothèses, y compris les plus contestables et les plus inquiétantes, celles qui sollicitent la biologie et qui présentent la rousseur des poils et de la peau comme un accident de pigmentation lié à une certaine dégénérescence génétique ou ethnique. L'historien et l'anthropologue n'ont évidemment que faire de telles explications fausses et dangereuses. Pour eux, l'explication est fondamentalement d'ordre symbolique et taxinomique. Dans toute société, y compris les sociétés celtes ou scandinaves, le roux, c'est d'abord celui qui n'est pas comme tout le monde, celui qui fait écart, celui qui appartient à une minorité et qui donc dérange, comme tout le monde, inquiète ou scandalise. Le roux, c'est l'autre, le différent, le réprouvé, l'exclu. Il s'agit tout d'abord d'un problème de sémiologie sociale. Le roux n'est pleinement roux que pour autant qu'il s'oppose au brun ou au blond.
Mais il s'agit aussi, surtout dans la culture médiévale, d'une question de symbolique chromatique. Roux est une couleur dévalorisée, la plus laide des couleurs, va jusqu'à dire un traité des couleurs du XVe siècle qui voit en elle les aspects négatifs du rouge et du jaune. Oui, c'est très curieux parce que, d'ailleurs, c'est une couleur assez difficile à mélanger. Enfin, c'est de prendre ce jaune, il faut prendre. Et du rouge, il faut choisir son rouge, choisir son jaune. Il faut qu'il soit de bonne qualité. Voilà. Ouais, bref, je parle là pour les techniciens de la peinture. Oui, cette dévalorisation de l'orange est assez curieuse. Si elle est liée en tout cas à ce que tu nous racontes, et c'est fort probable d'ailleurs, voilà, que le roux a été toujours, c'est la couleur, enfin les sorcières étaient rousses en principe, hein, voilà. Ça a toujours été, le roux a toujours été voué aux gémonies du peuple, enfin on l'a livré à la vindicte populaire, voilà, dans toutes les sociétés depuis, comme le dit ma camarade, des Carolingiens, jusqu'à maintenant. Voilà, et comme on parlait tout à l'heure de poils de carotte, hein, effectivement, il y a toujours ces stigmatisations de cette couleur, de cette chevelure rousse. Et il y a d'autres textes, et justement cette exposition mettait un peu tout ça au point, rappelait un peu comment tous les roux avaient vécu donc cette rousseur. Et par exemple, il y avait Sonia Rykiel, bon, c'est une styliste de mode, même si on est peu intéressé par la mode, en fait, il y avait tous ces points de vue différents. Voilà, comment vivre en étant roux et ce que ça apporte. Et donc l'analyse de Michel Pastoureau est intéressante, surtout qu'il y a le dernier étage de ce musée, c'est le grand atelier gris, il y a un roux, il y a un Christ justement qui est allongé, qui est roux, et l'analyse c'est qu'au départ le Christ n'était pas forcément roux et qui serait devenu roux au contact de Judas. Oui, ça c'est encore curieux. Enfin, pour ma part, puis je crois que je ne suis pas le seul mec, parce qu'il y aura encore avoir une discussion là-dessus, non, j'espère que non. Mais voilà, c'est vrai que c'est très attirant, très attirante, une jeune femme rousse. Voilà, peut-être parce qu'il y en a peu, mais je trouve que c'est une couleur. Avec la peau, les peaux de rousse sont très pâles en général, et c'est parsemé de taches de sang. Et elles ont souvent aussi les yeux bleus ou verts. Quelques-unes ont les yeux plus foncés, plus bruns, mais bon, il y a quelque chose de différent chez les rousses. Enfin, et il y a des différentes gradations de roux qui, presque du blond vénitien jusqu'au rouge flamboyant, voilà, comme l'était, paraît-il, maintenant qu'elle l'est plus, notre rousse flamboyante de la radio. Fais-nous danser, Julie Larousse, toi dont les baisers font oublier. Petite gueule d'amour, t'es à croquer quand tu passes en tricotant les hanches. D'un clin d'œil le quartier est dragué. C'est bien toi la reine de la place Blanche. Fais-nous danser, Julie Larousse, toi dont les baisers font oublier. Petite gueule d'amour, t'es à croquer quand tu trimbales ton éventaire. Ton arsenal sans fer de chiquet a vaincu plus d'un grand militaire. Fais-nous danser, Julie Larousse, toi dont les baisers font oublier. Petite gueule d'amour, t'es à croquer. Les gens disent que t'es de la mauvaise graine, parce qu'à chaque homme tu donnes la béquille, et que l'amour pour toi c'est de la rengaine. Fais-nous danser, Julie, toi dont les baisers font oublier. Petite gueule d'amour, t'es à croquer. Chouba, t'es une vraie citoyenne, usage sans revendiquer les ardeurs extra-républicaines. Fais-nous danser, Julie Larousse, toi dont les baisers font oublier. Petite gueule d'amour, t'es à croquer, car parfois tu travailles en artiste. Ton corps tu le prêtes sans rien faire casquer à tous les gars qu'on le regarde triste. Dans tes baisers, Julie Larousse, on peut t'embrasser
le monde entier. Julie Larousse, René Louis Laforgue. Oui, une époque. Et c'est toujours sur Radio Sous-Pente, hein, c'est à peu près la dernière fois que je vous en parle. La station des Rapins sans foi, sans loi et sans curbette. L'émission à Racaille, consacrée aujourd'hui à Jean-Jacques Henner. Et là, on se termine avec une petite visite du musée, de l'expo, des salles, de l'ambiance de ce bâtiment architecturalement pas mal du tout, très semblable au bâtiment du musée Gustave Moreau. C'est très curieux d'ailleurs. Ouais. Alors c'est vrai que quand on rentre dans le... Déjà on voit cet hôtel particulier dans la rue, on voit qu'il y a les deux ateliers qui sont sur les derniers étages, et donc on rentre, il y a une ancienne salle à manger, là tout de suite au rez-de-chaussée, et là c'est intéressant parce qu'il y a tout un plan du quartier Monceau à cette époque du 19e, avec tous les artistes qui ont vécu là, et un peu un historique de comment était la plaine Monceau à cette époque-là, et comment se sont construits donc ces rues, ces bâtiments, et comment tous ces artistes, que ce soit des écrivains, des musiciens, des peintres, sont arrivés, des sculpteurs sont arrivés ici. Et sur une grande table, il y a des panneaux interactifs. Alors moi, souvent, je suis un peu réticente à tout ce qui est numérique dans les expositions, mais en fait, là, il y a un des panneaux avec des photos, et c'est très intéressant parce que ça nous permet de répondre à plein de questions sur l'œuvre justement de Jean-Jacques Henner, sur sa façon sa palette, sur sa façon, sur les modèles qui venaient, sur son voyage en Italie, sur voilà tout ce qui concerne sa vie, et c'est pas mal foutu, du tout. À côté de cette salle à manger, en fait, il y a une salle qu'on appelle le salon aux colonnes, voilà, qui est pas hyper intéressant, enfin bon, c'est pas ce qu'on a préféré, et qui donne sur un jardin d'hiver. Leur jardin d'hiver, au départ, c'était un jardin, et pour pouvoir en profiter à toutes les saisons, je crois que c'est du temps de Dubuffet, ce jardin a été fermé, couvert, pour en faire justement donc ce qu'on appelle un jardin d'hiver, et pouvoir recevoir. C'était une époque où chacun avait ses journées de réception, donc voilà, on visitait le mardi chez un tel, le vendredi, donc c'était un lieu de réception. Après son premier étage, on arrive à la salle Alsace. Donc là, c'est Henner peint son pays natal, justement. Ben, moi, j'aime beaucoup parce que c'est d'une facture naturaliste, toutes ces peintures, tous ces paysages. Et moi, ça m'émeut toujours, les paysages, quand on voit des arbres, quand on voit des étangs, quand on peut des collines, on se plonge dans ces ambiances. En fait, c'est quand même, voilà, je trouve que on se projette dedans, et moi, ça me plaît bien. Voilà, on se projette dedans. Moi, je me projette dans cette projection de Piquet-Coupe, quoi. Voilà. Parce que personnellement, je suis pas. Ça manque de plus en plus cet enthousiasme qu'elle peut avoir en regardant n'importe quelle peinture. C'est pas n'importe quelle peinture. Ouais. Hein? C'est pas n'importe quelle peinture. Et à côté de cette salle Alsace, justement, il y a la salle Italie, donc ce qu'il a peint quand il était à la Villa Médicis et qu'il a voyagé, parce qu'il y a des vues aussi de Capri. Et c'est pareil, alors il y a des copies, bon, c'est des copies d'anciens de la Renaissance, ça c'est du travail, quoi, voilà, c'est pas ce qu'il y a de forcément plus intéressant, mais il y a aussi justement des paysages, et voilà, la mer, les côtes. Oui, depuis des tout petits paysages, des miniatures, des cadres très allongés, comment on les appelle? Les macchiaioli. Les macchiaioli, italiens, là, c'était très très joli, très délicat, très bien foutu. Oui, ça, c'est pas des grandes tartines naturalistes, c'est plutôt dans les formats qu'on pourrait qualifier d'humains. Voilà, à côté de ces deux salles-là, toujours à cet étage-là, il y a une salle qu'on appelle le Salon Rouge, avec des portraits. Oui, ça nous permet de découvrir un peu son entourage. En fait, il peignait quand même des gens qui étaient assez proches de sa famille. Il peignait ses neveux, son neveu à plusieurs reprises, un petit rouge justement aussi, qui a des cheveux, un blond très clair. Il peignait ses amis, et puis il avait des commandes de portraits, quoi. Et après on monte, donc au deuxième étage on a ce qu'ils appellent la salle des dessins,
Donc c'est la salle des dessins. On est un peu frustré parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors je crois qu'il n'y en a pas beaucoup d'exposés parce qu'ils sont fragiles, donc ils tournent régulièrement. Mais ça, c'est toujours les travaux préparatoires, les esquisses. Et bon, moi je trouve que c'est toujours assez réjouissant de voir comment on peut se. Il y a toujours de l'énergie. En fait, tout ce qui n'est pas terminé, en fait, apporte aussi cette énergie un peu des pochades, comme au musée Gustave Moreau. Où, finalement, les œuvres inabouties sont souvent presque plus d'émotion que les œuvres abouties. Tout à fait. Ben, il y en a quelques-unes d'ailleurs chez Jean-Jacques Henner, quelques-unes qui ressemblent beaucoup aux pochades de Gustave, justement, mais un peu embêtant quand même, un peu ennuyant un petit peu pour les... C'est l'éclairage, mais il se justifie, les gens du musée, en disant oui, l'éclairage est faible parce que c'est un souci de préserver les peintures, les dessins, etc., que la lumière, effectivement, peut allumer. Mais, enfin bon, on a l'impression qu'on aurait dû prendre sa lampe de poche, perso, pour pouvoir un petit peu voir quelque chose, distinguer, enfin, en tout cas, quelques œuvres qui sont un peu indiscernables dans ce clair-obscur. Ouais, alors apparemment, ils ont conservé 1327 dessins dans ce musée. Donc c'est pas mal, quoi. Ouais. Donc effectivement, on est loin de les voir. Alors qu'au musée Gustave Moreau, ce qu'on aime, c'est qu'effectivement, ils sont tous classés, ils sont dans des comment on appelle ça un peu, on peut les voir en fait dans des classeurs. C'est bien fichu parce que quand ils sont au repos, on peut dire ça comme ça, ils sont protégés de la lumière. Ce sont des espèces comment dirais-je, pas de trous, mais de creuser dans le mur. Il y a des niches, et on peut tourner. Dans ces niches, il y a des cadres mobiles qui sont fixés qu'on peut tourner et voir recto verso, où on peut voir recto verso des dessins, voilà, qui sont très très brièvement mises à la lumière, qui là aussi, c'est une similitude dans ces deux musées, c'est l'éclairage. Voilà, l'éclairage est vraiment parcimonieux, volontairement évidemment. Ouais, alors l'atelier du dernier étage, qu'on appelle l'atelier Green, on a commencé par le dernier étage, puis on est redescendu petit à petit. Et donc dans cet atelier, il y a ce que tu aimes bien, il y a un peu de matériel du peintre, il y a une palette, il y a un meuble avec des couleurs, il y a ce Christ roux, il y a des naïades. Le Christ au tombeau. Oui. Allongé sur... Comme on le voit pas souvent, parce que là on a pas l'impression que c'est un tombeau, mais plutôt une morgue. Il est allongé sur un espèce de drap blanc, voilà, on distingue pas très bien si c'est un tombeau ou autre chose, mais enfin c'est un beau gisant en tout cas. Voilà, il y a pas mal aussi là de pochades en fait, d'œuvres inachevées qui permettent de voir sa technique. Et en même temps, on voit, si vous voulez, alors c'est ça qui fait baver le rapin qui sommeille en moi. Vous avez des ateliers avec des baies vitrées énormes. Et alors évidemment là, elles sont comment dirais-je, un petit peu derrière des espèces de rideaux transparents quand même, enfin ça tamise la lumière, voilà, mais c'est magnifique, quoi. Faut dire que les artistes qui avaient les moyens, parce qu'il fallait avoir les moyens pour vivre dans cet environnement architectural qui était conçu vraiment pour avoir une lumière magnifique, de l'espace, pour faire des grands formats, ce que fait pas vraiment Henner. Au contraire de Moreau, on se demande, Moreau il devait travailler en permanence sur des échelles ou des échafaudages pour faire ces grandes tartines de 7-8 mètres de haut, je sais pas combien, enfin c'était quelque chose d'extraordinaire, mais là, Henner il est plus modeste quand même. Mais enfin, et par contre les locaux sont aussi démesurés que ceux de Moreau, quoi. Ouais, donc c'est vraiment... en plus, bon, c'est un espace où il n'y a personne. Hein. Nous, il y a une personne qui est arrivée pendant qu'on y était. Donc, c'est vraiment très tranquille. On peut se promener d'une salle à l'autre et voilà, revenir sur ses pas et découvrir tous ces portraits, ces paysages. Oui, c'est vraiment un dépaysement total, si vous voulez, parce que, évidemment, à cette époque-là, les architectes, les décorateurs, la manière d'agencer
des peintures dans un espace, les meubles, etc. C'est très très... Enfin, ça n'a pas la profusion. Je reviens encore au musée Gustave Moreau parce que on a la tentation évidemment quand on est dans cet espace de comparer avec le musée Gustave Moreau qu'on connaît bien depuis le temps qu'on y va, où là, alors là c'était vraiment un lieu de vie. Le musée Gustave Moreau, il reste ce milieu de vie, ses petits appartements, sa petite chambre, sa petite salle à manger, etc., son bureau, sa bibliothèque. Mais alors là, il y a une profusion de cadres, des stands, de sous-verts, de bibelots, etc. Alors que dans le musée Jean-Jacques Henner, c'est pas du tout la même. Mais il n'y a pas vécu et ça a été remis à neuf, si on peut dire, par une nièce qui a voulu rendre un hommage à son oncle. Voilà. Ouais. C'est beaucoup plus froid. En fait, elle a fait don en 1923 de sa collection qui petit à petit s'est encore enrichie de nouveaux legs et dons d'autres personnes. Mais il n'y a pas de traces des peintres la succession de peintres qui ont habité, c'est un peu dommage. Oui, ça c'est un peu dommage, effectivement, même de photos. Voilà, Mais voilà, ça permet quand même de suivre un peu le parcours de Jean-Jacques Henner, tout ce qui a été important pour lui, ce qui est tout son travail de peintre, que ce soit effectivement à travers d'abord des esquisses, ses pochades, ses portraits, ses paysages, ses voyages. Donc je trouve que c'est vraiment un lieu à découvrir. Nous, après, on est quand même passé par la rue Fortuny par curiosité, parce que effectivement, comme on la connaissait pas, comme on est des Vignoles en plus. Et donc on a pu voir la maison où habitait Pagnol, une petite maison, un petit hôtel particulier, une petite maison de ville sympathique. Et voilà, c'était quand même une chouette découverte. Mais en tout cas, le musée Jean-Jacques Henner, moi je vous invite vraiment à y aller pour découvrir même ces tableaux de femmes rousses. Elles ont quelque chose qu'on ne voit pas nulle part. J'ai eu 20 ans du côté de l'Alsace. Comme le temps passe, c'est ton tour aujourd'hui. Allons mon grand, joyeux anniversaire. Embrasse ta mère et souffle tes bougies. Pardonne-moi si voyant cette fête, je pense c'est bête aux souvenirs anciens, les souvenirs qu'on s'est fait en Alsace. Parfois ça s'efface et parfois ça revient. Et ce soir ça revient, toi tu es là. Tu regardes le monde, le bonheur inonde le profond de tes yeux. Toi, tu es là, et tu ne comprends guère qu'on parle de guerre quand on est si heureux. Et je me tais, et ta joie est si grande que la mienne est plus grande, et bien plus grande encore. Et laisse donc ces deux larmes qui roulent, c'est le Rhin qui coule vers mon bel âge d'or, vers mon bel âge d'or. Mon âge d'or sont les joies que je pleure, sont les jours et les heures où fanait le printemps. J'ai eu 20 ans du côté de l'Alsace. Je suis de la classe qui n'eut jamais 20 ans, qui n'eut jamais 20 ans, qui n'eut
jamais 20 ans. Du côté de l'Alsace, Bourvil. Et on va se finir tout de suite, presque, avec les expos que va vous commenter ma camarade Pichio. Alors déjà, bon, ce musée, même sans exposition, là, le musée Jean-Jacques Henner, 43 avenue de Villiers, dans le 17e arrondissement, c'est tout à côté du métro Monceau. Alors dans les expositions qui restent encore en piste depuis qu'on en a parlé, Barbara Hepworth au musée Rodin jusqu'au 22 mars, Frapper le fer au musée du Quai Branly jusqu'au 29 mars, et les contes étranges de Jacobsen au musée Bourdelle jusqu'au 31 mai. Alors dans les expos, des nouvelles qui nous viennent de nos amis de Brest, Claude et William. Ils ont assisté à un spectacle Prévert avec Yolande Moreau et Christian Olivier. Donc eux c'était au Quartz, donc ils nous conseillent vivement d'y aller si ça passe par chez nous. Mais je crois que ce spectacle est déjà passé, je ne sais pas, passé au Théâtre du Rond-Point déjà sur Paris. Donc à surveiller si jamais ils reviennent, parce qu'effectivement c'est quand même deux pointures. Une expo Raoul Dufy à Quimper, donc apparemment avec des superbes dessins, des aquarelles et des gravures illustrant le bestiaire d'Apollinaire. Dans les expositions qui vont démarrer cette semaine, au musée Marmottan, Cézanne et les Maîtres, Rêve d'Italie, ça commence le 27 février, ce sera jusqu'au 5 juillet. Et à partir de vendredi 28 février au musée Montmartre, Otto Freundlich, ça sera jusqu'au 6 septembre. Après j'ai noté, mais ce sera pour un peu plus tard, Léopold Chauveau au musée d'Orsay à partir du 10 mars, quelqu'un qui dessine des monstres. Alors bon, on verra, peut-être on ira. On ira voir en tout cas. On ira voir, ça a l'air... Ouais, Freundlich, vendredi on va voir Freundlich et on fera notre émission la semaine prochaine sur Freundlich. Voilà. Et puis une lecture, tu as lu Les damnés de la commune, tu m'en as fait. Ouais. Les damnés de la commune, alors c'est notre copine Florence qui m'en avait parlé la première fois quand c'est sorti, il y a déjà un moment. C'est une BD, il y a 3 tomes. Alors moi j'ai emprunté les 2 premiers tomes à la bibliothèque de Montreuil. Le premier tome s'appelle à la recherche de mon voisin, à la recherche de la Valette, et le deuxième s'appelle Ceux qui n'étaient rien. Donc c'est une BD, c'est de Raphaël, le scénariste, et Raphaël Messan, c'est l'illustrateur, le coloriste, et en fait c'est une longue recherche, c'est plusieurs années de travail dans les archives à partir de gravures de presse de l'époque de la Commune. Donc il y a tout ce travail, ça raconte l'histoire de la Commune, mais c'est surtout les illustrations qui sont assez formidables parce que ce sont des gravures authentiques de l'époque avec des textes qui sont mis en rajout par-dessus. Voilà. D'accord. Original comme. Très très belle, très très beau bouquin. Et puis pour le culturel. Alors tu as vu. Nous avons vu Little Big Horn. C'est un documentaire sur ce massacre, je dirais mérité, même si je devrais pas le dire, des cow-boys de Custer, qui était un espèce de taré, mais alors une culotte de peau certifiée conforme, voilà, qui s'est fait mettre une raclée par les Indiens, la réunion de plusieurs tribus indiennes, les Sioux, les Cheyennes, les Oglala, toute une bande, ils étaient plus de 1000, qui ont mis une pâtée à Little Big Horn. Il n'en est pas resté un des Yankees qui voulaient les massacrer les Indiens, évidemment, comme à leur habitude. C'est-à-dire que les Indiens étaient bien en train de roupiller au petit matin dans leur tente, dans leur petit village de tente au bord de l'eau, et puis il y avait les sanguinaires américains qui arrivaient, qui tuaient tout le monde, hommes, femmes, enfants, qui foutaient le feu au village et qui se barraient. Voilà, c'était un peu le genre de Custer. Et là, il manque de peau pour lui, il est tombé sur Sitting Bull et compagnie, et là, ça s'est mal passé pour sa peau. Bon, c'est quand même une histoire assez édifiante sur les mœurs des Indiens, des Américains qui n'ont pas tellement changé aujourd'hui. Quand on voit ce que Trump la mort
avec son accord historique sur la Palestine, voilà, on est toujours dans ce même genre de schéma. La colonisation, le vol des terres, voilà, ça revient la supériorité systématiquement. de l'homme blanc sur l'homme rouge. Ouais, enfin il y a des similitudes qui sont un peu des ricanements de l'histoire, voilà, des ricanements sinistres. Et puis il y a Billy the Kid aussi, c'est une légende du Far West, mais c'était quand même un petit bonhomme, un jeune homme qui n'a pas qui n'a pas été, comment dirais-je, favorisé par la vie et qui a été, qui est mort à 20 et quelques années, quoi, voilà, tué la nuit, bref, enfin c'est une histoire assez sordide, mais lui c'est un personnage, pour ma part en tout cas, que je trouve lumineux, malgré qu'il ait été l'ennemi public numéro 1, mais ça c'est, on en a eu des ennemis publics numéro 1 qui étaient en réalité des sacrés bonhommes. Voilà, ils sont l'ennemi public numéro 1 pour la société, pour le pouvoir, mais en fait c'est des Robin des Bois, avant ou après l'heure. C'était le cas de Billy the Kid qui soutenait souvent, qui a en tout cas dans sa courte vie aidé les plus défavorisés. Voilà. Ouais. Quelqu'un de très loyal en fait, qui n'était pas du tout prédestiné à devenir le rebelle qu'il est devenu. Effectivement, non. Il a perdu jeune sa maman, il a été obligé de survivre au Nouveau-Mexique, qui est quand même un endroit hyper aride, difficile. C'était une frontière encore. Voilà, donc petit à petit, il est devenu, il s'est armé, il a travaillé. C'est la vie, le destin qui lui a mis une arme dans la main et qui l'a obligé à devenir ce qu'il est devenu. Mais voilà, mais pour moi, c'est un cœur pur comme les chants de Cosimo. Au risque de faire frémir les bonnes dames patronesses. Ils nous écoutent pas, on est tranquille. Voilà, donc ça c'était sur Arte, je mettrai les liens parce qu'on peut les visualiser encore un petit moment. Et moi j'ai pu voir un film que ma copine Laurence m'a prêté. Alors il y a 2 films avec Alec Guinness. Donc j'ai regardé Tueur de dames. Alors Tueur de dames, c'est jubilatoire, c'est de l'humour noir anglais. C'est un film d'Alexander McKendrick, donc avec Alec Guinness et une bande d'acteurs et une vieille dame absolument fabuleuse qui est jouée par Katie Johnson. Et donc cette vieille dame accueille une chambre à louer, va accueillir Alec Guinness qui en fait a mis tout un plan de vol, va voler plein d'argent et il va se servir de son logement chez la dame pour ses copains sous couvert de faire des répétitions de musique pour voler l'argent. Sauf que cette dame complètement naïve va se mettre là-dedans et qu'elle va être un petit peu gênante et ils vont essayer de la supprimer, mais bon, tout se finit bien et c'est absolument jubilatoire. Le deuxième film dans le coffret, c'est Noblesse oblige, mais je ne l'ai pas encore regardé. J'avais regardé ça quand j'étais au lycée et je m'en souviens plus du tout. Donc, et là, je sais que c'est Alec Guinness qui fait 7 ou 8 rôles, quoi. Voilà, vous êtes au jus de nos petites turpitudes littéraires, musicales, muséales, voilà, de la semaine. Ça s'est terminé tout ça, notre visite au musée Jean-Jacques Henner par une petite pizza dans le Marais, pas mal du tout. Dans le Marais, plutôt vers Palais Royal, Non, c'était dans une rue qui... Ça allait vers le Forum des Halles, en fait. Voilà, la rue Jean-Jacques Rousseau, je crois, qui va vers le Forum des Halles, ce forum... abominable, qui est toujours en travaux. Voilà. Mais bon, là, la petite rue, elle nous préserve un petit peu de tout ça, quoi. Ouais, des millions à la ville de Paris. Et c'est pas bon de se promener avec Pichécou dans ces coins-là, parce qu'on est passé devant l'ex-bourse du travail, ou du commerce, je sais pas, que notre camarade Pinault a eu pour un bail amphithéotique pour quelques euros, voilà, et qui se fait du gras là-dessus pour mettre ses collections pourries. Sans travaux pour l'instant, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en redire quelques mots. En tout cas. Voilà. C'est toujours Radio Soupente, la station des Rapins sans foi, sans loi et sans courbette, qui émet depuis un Garni et diffuse sur internet à racaille.fr. Nos remerciements infinis à nos camarades auditeurs chéris, Claude et André de la Nation, car ils nous aident de perpète les boudins,
Marie-Christine Béguet du Gard, Claude et William, Jean-Paul Souvraz, un peintre de coup de Kergrange dans Schnorr qu'on adore, Claudine, une copine à ma camarade Piquécou, Jean Peduzzi du Val-d'Oise, Corinne et Joël. Corinne, une tapissière émérite en vacances en Bretagne chez sa sœur, et Joël, notre Alésienne du Caire qui erre dans un désert moyen-oriental ou d'Afrique du Nord, on sait pas où juste, et ainsi qu'Anne-Emmanuel et Frédéric, deux artistes, Frédéric de Schnorr et Emmanuel de Montreuil, Juliette Plan qui est en relégation à Brest, une graveuse émérite, Clément qui grave sur tout ce qui bouge, le Van Gogh de la gravure, Agnès Dubar, une autre graveuse en relégation dans l'Ariège, Thierry Morciot, un graveur belge qui bouge pas de Bruxelles, enfin on espère qu'il y restera longtemps, c'est pas très loin, Colette, la veuve, ex et compagne du peintre Audon, un plasticien magnifique, et voilà, elle s'occupe de son œuvre. À temps complet, Jacqueline Imbert, même punition, même motif, la veuve du peintre Raymond Imbert, un peintre magnifique aussi, un chaînon manquant entre l'art abstrait et l'art figuratif, voilà. Liliane et Laurence qui signent des polars sous le nom de Claude de Isner, c'est ça, oui, voilà. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, Michel Pelloual, un peintre émérite, mon ex-voisin du dessus, à la cité Guilloué, Marie-Christine et Christophe, deux militants, voilà, de toutes les causes perdues. Cécile, tu la sens ma 5e puissance, qu'elle animait sur une radio concurrente pourrie. La rousse flamboyante, qui n'est plus rousse mais qui est Blanche-Neige, bon, aussi, qui est responsable d'une émission, toujours sur cette radio. José Arthur du Mélange, toujours sur cette radio, le dimanche en fin d'après-midi. Anne-Isabelle Roubaille, qui est une libraire, celle de l'Empreinte à Bourg-en-Marlotte, et puis qui est occasionnellement expose des peintres. C'est dont Isabelle Roubaille, qu'on a connue par une exposition dans la librairie L'Empreinte, tenue par Florence Quenu, dont le frère a organisé des merveilleuses expositions, une salle d'exposition à Bourg-en-Marlotte, la salle Jean Renoir. Voilà. Colette et Alain, des collectionneurs et mécènes très très gentils, hein, on les aime beaucoup. Christophe Dilulu, commissaire-priseur, à Nogent-sur-Marne. Et puis aussi notre auditrice de l'Isle-Adam. Voilà. On a parlé de... salut tout le monde. On a tout dit? Oui. Ah bah oui, alors salut tout le monde. À la semaine prochaine. Est à l'écoute sur notre blog arracaille.fr. Voilà. À la semaine prochaine, avec probablement Otto Freundlich. Voilà. Salut. Et aux armes, tout de suite, là, de médicinelle. Salut. C'est la lutte finale, un combat d'initiés sont les perdants qui gagnent, nos dames émancipées, les médias sous le roi, mon peuple articulé, d'un pantin au long bras, faut pas venir pleurer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé entre nous deux. La tyrannie sous l'étendard sang élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim, de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras, pleurer dans nos villes, nos sarcasmes aux armes, etc. Que veut cette horde militaire de traîtres et de rois conjurés quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres français quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers quoi? Nos flics soldats mercenaires alors qu'on est tous étrangers aux armes, etc.
Et la loi triche, l'impôt se rit des malheureux, nul devoir ne s'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux, des preuves qui se ramassent à l'appel, l'égalité n'existe pas de droit sans devoir, dit-elle, égaux à la naissance parfois, liberté lit, bête et chérie, ceux qu'on la thune n'ont que l'odeur, amour sacré de la patrie, et